Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 85 du podcast Blue Beat Voice où je reçois en interview Angie Buono pour une série de capsules autour du rôle du psychologue du travail. Alors, vous avez déjà rencontré Angie dans l'épisode 80 pour parler de sa reconversion comme psychologue du travail. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à commencer par là. Et donc, Angie revient car j'avais envie de parler avec elle de quand et pourquoi consulter un psychologue du travail ou un médecin du travail. Donc, au fil de ces 3 épisodes capsules, nous allons plonger au cœur du bien-être au travail avec donc l'épisode du jour quand et pourquoi consulter un psychologue du travail ou un médecin du travail. Ensuite, identifier et gérer le malaise au travail. Et la 3e capsule, ce sera mieux vivre au travail, conseils et ressources. Et donc, pour ce premier épisode, nous allons parler de la complémentarité entre le médecin du travail et le psychologue du travail. Nous allons aborder des questions comme à quel moment consulter l'un ou l'autre, quel rôle joue-t-il dans le bien-être au travail et comment ces professionnels peuvent-ils accompagner une souffrance professionnelle. Il y aura également d'autres questions, vous me connaissez. Et donc, souvent méconnus ou sous-estimés, ces 2 experts jouent pourtant un rôle clé dans la prévention des risques psychosociaux et le soutien aux professionnels en difficulté. Le médecin du travail peut détecter des signaux d'alerte physique et proposer des aménagements, tandis que le psychologue du travail aide à comprendre et à dépasser les souffrances psychiques liées au travail. Donc, dans cet échange avec Angie, nous allons parler aussi des barrières psychologiques qui empêchent parfois de demander de l'aide et de l'importance de verbaliser sa souffrance pour amorcer un nouveau départ et un changement positif. Alors, installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Angie. Bonjour Catherine, Comment vas-tu? je vais bien. Je vais bien. L'entrée dans l'automne s'est faite progressivement, comme tout le monde. Et toi, tu vas bien? Eh bien, écoute, tout bien, tout bien. Voilà, aujourd'hui, vent et pluie, mais c'est l'automne, comme tu le dis, donc on prend ça comme ça. Voilà, ça, Les on tenues s'adapte. chantent. Voilà. Angie, tu es déjà venue dans un précédent podcast pour nous parler de ta reconversion, de ton métier, mais en fait, je voulais t'inviter vraiment pour faire des capsules sur tout ce qui est mieux vivre au travail et puis le rôle également du psychologue du travail. Donc, aujourd'hui, je te propose de faire une première capsule avec ce qu'on va appeler le rôle et la complémentarité entre le psychologue du travail et le médecin du travail. Et pour passer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire à quel moment, en fait, une personne devrait envisager de contacter le médecin du travail ou un psychologue du travail? Alors, le médecin du travail, euh, le psychologue du travail, lui, il est là pour préserver ou restaurer la santé mentale des professionnels, enfin aider en tout cas. Alors que le médecin du travail, lui, son spectre, c'est beaucoup plus large, c'est la santé. Mhm. Donc, il y a la santé physique. Bon, on sait bien aujourd'hui que les deux sont corrélés, mais disons que lui, il a une vision plus large. Ce qui peut être intéressant, c'est que si j'ai des symptômes physiques, je peux aller le voir, Mhm. ou si psychiquement je me sens pas bien, je peux aussi aller le voir. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Euh, et donc, c'est une première porte d'entrée. Lui, il peut faire un vrai diagnostic médical. Et comment dire? Il peut aussi orienter vers les bonnes personnes. Par contre, le médecin du travail, lui, il va pas prescrire des médicaments ou faire des arrêts maladie. Sa plus-value, elle est aussi de demander des aménagements de poste ou des restrictions en fonction de ce qu'il perçoit chez les personnes ou enfin, de son bilan. Euh, pour moi, c'est pas obligatoire pour les entreprises, mais aujourd'hui, dans ce contexte de QVCT, Mhm. qualité de vie et conditions de travail, en général, les services RH, quand ils ont des prescriptions du médecin du travail, ils les font appliquer. Donc, c'est quand même un appui intéressant.
Après, le médecin du travail, il vit aussi avec son réel du travail, donc sa réalité dans ce qu'il vit au travail. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand besoin de recrutement, des difficultés à recruter, donc des médecins surchargés, Oui. qui ont de moins en moins le temps de se déplacer en entreprise, de créer du partenariat. Enfin, ils sont beaucoup dans, mais il faudrait leur demander, mais ils sont beaucoup dans les rendez-vous individuels, etc., etc. Euh, et donc, ils n'ont pas forcément toujours le poids qu'ils aimeraient avoir. Mais en tout cas, voilà, euh, c'est une porte d'entrée qui est hyper intéressante. Oui. Donc en fait, si une personne ne va pas bien dans son travail, elle va aller d'abord vers le médecin du travail qui va ensuite pouvoir réorienter, comme tu disais, vers les bons interlocuteurs. Et dans ce cas-là, éventuellement toi, si la santé, on va dire psychologique, mentale de la personne est en jeu, et dans ce cas-là, on vient vers toi. Alors, ça, j'imagine, une personne qui est pas bien au travail, Mhm. vers qui elle peut se tourner autour d'elle, c'est son manager, Oui, euh, puisqu'il doit s'assurer que le professionnel, il a des ressources pour faire du travail et du bon travail, que les relations interpersonnelles se fonctionnent bien, que la prescription, elle soit claire, comprise, voilà, etc., etc. Euh, il y a aussi le service des ressources humaines oui, et donc c'est aussi des interlocuteurs importants. Il y a aussi les syndicats, mais il y a aussi directement la médecine. Alors moi, je parle du médecin du travail comme porte d'entrée avant le psychologue, dans l'idée qu'il n'y a pas de psychologue du travail en interne. oui. Oui, si c'est une petite, enfin une petite structure. Tout le monde n'a pas un psychologue du travail. Est-ce qu'il y a un nombre de salariés spécifique avant d'avoir un psychologue du travail? Je pense pas qu'il y ait d'obligation, mais aujourd'hui, c'est effectivement que les grandes entreprises Hmm. ou les grandes administrations qui vont avoir un psychologue du travail ou qui passent des marchés ou des appels d'offres pour que en externe des psys interviennent. Après, si le psychologue du travail est à l'intérieur, du coup, on peut avoir un service de prévention de la santé. Oui, Et ça, c'est intéressant parce que on peut avoir une équipe pluridisciplinaire, médecin, infirmière, psychologue du travail, peut-être aussi un chargé de prévention. Et ça, c'est dans l'idéal où tous les postes sont pourvus. hmm, Mais disons que j'en vois de plus en plus. Ça recrute en ce sens-là. Dans les hôpitaux, voilà, les universités, voilà, il y a des grosses structures comme ça. Et donc, dans ce cas-là, le professionnel peut demander directement un rendez-vous auprès du psychologue du travail. oui, parce que ça se passe en interne et donc du coup le chemin est plus direct que de passer par la médecine du travail en externe et Après, il faut que le professionnel il se sente suffisamment en confiance, euh, qu'il qu'il ait confiance dans le fait que le psychologue est soumis à la confidentialité, qu'il ne dévoilera pas les propos, etc., pour oser aller rencontrer le psychologue du travail. oui, mais en fait, ouais, c'est ce que j'ai en tête, que ce soit le médecin du travail ou le psychologue du travail. euh, Vous êtes deux professionnels en fait qui allez accompagner, aider, mais en toute confidentialité. Oui, voilà. Mm. Oui, oui, Et même quand les équipes pluridisciplinaires parlent de situation, il faut bien entendre que, euh, par exemple, en tant que psychologue du travail, je ne vais pas dévoiler les propos de la personne. Je vais peut-être dévoiler les symptômes, les signes ou ce que la personne exprime comme cause de son stress chronique, par exemple. Mais je vais pas dévoiler les propos, avec qui elle a parlé, ce qui a été dit, qui elle remet en cause. Et
de toute façon, ce que je dévoile, c'est en accord avec la personne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une validation préalable de la personne que tu accompagnes Mm. pour faire remonter en fait ces problèmes. Donc oui, oui, c'est important. Et toi, par rapport à ta situation actuelle de psychologue du travail, euh, est-ce que les personnes viennent te voir directement ou alors elles arrivent par l'intermédiaire du médecin du travail? Comment ça se passe? Les médecins du travail, le corps professionnel, euh, Mhm. est friand d'avoir des contacts et de renvoyer. Bon, moi, j'ai pas fait ce travail euh, de me faire connaître auprès des professionnels de la santé, mais j'ai des collègues qui le font et oui, ça fonctionne bien. Oui, oui. Dans ce cas-là, oui, il y a un partenariat qui se met et ça Après, permet d'un. ce que je te disais en off, c'est Mhm. que, il y a du partenariat sans vraiment, sans jamais s'être rencontré. Oui. Par exemple, euh, je reçois une personne à un entretien, un premier entretien, et je vois bien qu'elle a tous les signes cliniques d'un burn-out. Euh, je l'aide à en prendre conscience Mhm. et je l'accompagne pour qu'elle s'autorise à aller voir un médecin et que, en fonction du diagnostic du médecin, si lui il prescrit un arrêt maladie, que la personne s'autorise à l'accepter. Oui. Et donc, ça, c'est aussi intéressant, tout comme le médecin, alors pas le médecin de prévention, mais le médecin traitant, au-delà de prescrire un traitement, ce qu'il aime savoir, c'est qu'il y a un suivi psy derrière. Et que donc la personne est bien prise en charge et que c'est pas un contrôle sur la personne, mais c'est plutôt s'assurer qu'il y ait un soutien. Mhm. Tout comme nous, moi, psychologue, je ne prescris rien et que parfois, euh, un traitement est nécessaire, même si beaucoup de personnes n'aiment pas entendre parler d'antidépresseurs, par exemple. Euh, Bah, parfois, c'est nécessaire sur une période parce que, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà, il y a ce travail-là, d'ajustement qui me semble très intéressant. Oui, oui, oui. Et ce que tu dis en fait par rapport au médecin traitant qui est, j'allais dire rassuré, mais c'est quand même ça, de savoir que la personne qu'il voit en consultation est accompagné par un psychologue. Euh, de mon côté, même moi, pendant des bilans de compétences, je suis vraiment contente qu'il y ait de l'autre côté un psychologue qui accompagne parce que de temps en temps, enfin, et la plupart du temps, mes clients sont aussi en situation de souffrance au travail. Et savoir qu'il y a un psychologue qui va les aider également de l'autre côté, eh bien, ça fait un bon binôme en fait Voilà, ça, c'est dans très l'équipe. intéressant. Mm. Effectivement, ben, c'est marrant là, à midi, j'ai recroisé une personne que j'ai accompagnée en bilan. Mhm. Il y avait un suivi psy parallèlement. Donc moi, ma fonction là, c'était le bilan, c'était pas le Oui. suivi psy. Et effectivement, il y avait des choses qui se complétaient. Et elle dit très bien que les deux l'ont beaucoup aidée. Ah oui, oui, c'est vraiment complémentaire en fait. Donc oui, oui, il y a un côté rassurant d'avoir ce binôme-là autour de la personne. En fait, la personne qu'on accompagne dans ce cas-là, c'est le chef d'orchestre. Et, euh, et elle sait vers qui se tourner quand elle a besoin en fonction des rôles de chacun. Ça lui fait une équipe pluridisciplinaire autour d'elle. Donc oui, 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 oui. parfois la personne, par exemple, je sais pas, elle a décidé de faire un bilan parce qu'elle est pas bien au travail, mais elle est tellement allée loin dans le burn-out, Mm, ou elle en est tellement proche qu'au moment-là, elle n'est pas en capacité de faire le bilan, même si elle voudrait partir tout de suite. Et c'est un échappatoire pour ne pas prendre l'arrêt maladie. Mais des fois, il faut y passer. Voilà, mm, c'est que le corps, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de son hiver et que la personne n'a plus suffisamment ses capacités cognitives, elle a un état émotionnel trop débordant et donc elle n'est pas apte
à faire un bilan. Et en plus, je pense que ça va te parler, la personne, elle aura du mal à se projeter ou à faire vraiment les bons choix. Faire des choix pour partir, c'est pas, c'est pas l'objet du bilan. Non, on est d'accord. On est d'accord. Oui, oui, oui. J'ai totalement eu un cas comme celui-là où la personne voulait absolument partir, s'était mis en arrêt, mais voulait faire un bilan très, très rapidement. Alors je dis OK. Et puis bah, au bout de quelques séances, on a dit: «Oh, on va peut-être ralentir un petit peu le rythme et puis on va peut-être faire une pause au milieu du bilan parce que ben voilà, l'état de santé était pas suffisant pour pouvoir se projeter». C'était tout à fait ça. C'était le moment entre investigation personnelle et investigation professionnelle. Et pour se projeter dans le pro, faut être quand même bien. Ouais. Et moi, j'ai dû refuser un bilan à une personne en lui disant que je la sentais vraiment pas en capacité de faire un bilan et d'avoir une vraie discussion avec elle sur le suivi psy. Est-ce qu'elle en avait un et elle en avait pas et comment faire pour qu'elle en ait un, quoi. Mm. Ah oui, oui. Ouais, j'insiste vraiment sur le suivi psychologique. Mm. C'est hyper important. Donc oui, 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 tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Par rapport à ce sujet et cette première capsule, est-ce que tu vois d'autres précisions à donner par rapport à cette collaboration efficace entre médecins, alors médecin traitant ou médecin du travail et psychologue du travail? Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le conseil. Voilà, c'est d'oser parler de ce que vous vivez parce que c'est beaucoup de solitude et beaucoup d'isolement et beaucoup de rumination de ne pas partager. Et le fait de le partager à des professionnels formés pour ça peut aider à faire ses bons choix, à mieux comprendre et finalement à trouver le bon accompagnement. Oui, Voilà. Et si vous dites la même chose aux médecins de prévention, aux médecins traitants et aux psychologues du travail ou aux psychologues cliniciens, lui, de sa place et de son rôle, il va apporter sa pierre à l'édifice et, euh, et ça va aussi aider la personne à se sentir soutenue et surtout d'avoir un espace pour parler parce que le langage, il aide à beaucoup de choses, à des prises de conscience, à trouver des solutions, etc., etc. Donc, parler. Beaucoup de personnes aussi disent, mais ça servira à rien. Peut-être. Mais si vous en parlez pas, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bougera. Et si vous en parlez, peut-être il se passera quelque chose. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et si la personne, elle ne sait pas, eh ben, peut-être elle aura le contact qui pourra vous aider. oui, 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 c'est tout à fait ça en fait. Parfois même simplement de verbaliser, ça commence à ouvrir des portes. Oui, il faut y aller sans hésiter. Bien. Bah, écoute, merci beaucoup Angie pour cette première capsule. Je te donne rendez-vous ben, dans 15 jours pour la prochaine et pour parler en fait du malaise qu'on peut ressentir au travail et des solutions qui peuvent être mises en face. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.